Lors de l'achat de leur permis de chasse, de pêche ou de piégeage, les utilisateurs de la faune versent une contribution à la Fondation de la faune. Depuis 1987, grâce à eux et à ses donateurs, la Fondation a investi plus de 78 millions de dollars dans les projets fauniques réalisés par des organismes locaux partout au Québec. Ces projets aident à connaître, protéger et aménager les habitats de la faune. Les besoins sont grands. La Fondation a besoin de vous pour poursuivre sa mission. La Fondation de la faune, ça a été créé dans les années 80. Alors que le gouvernement s'était rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la détérioration des habitats fauniques au Québec. Donc, en vertu de la loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune, ils ont constitué la Fondation de la faune pour venir protéger et améliorer les milieux naturels en vue, évidemment, de faire en sorte que les milieux soient réparés et puis aussi pour faire en sorte que la faune aussi réponde dans le sens positif pour qu'elle soit accessible aussi aux utilisateurs et aussi à la biodiversité en général. Donc, vous avez comme, je ne sais pas si je me trompe, mais des programmes de subvention, des interventions, comment ça fonctionne? Tout à fait. Chez nous, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on est d'abord un bureau pour tout le Québec. Okay. On travaille sur tout le territoire du Québec et on s'implique aussi dans tous les types de milieux et aussi sur tous les types d'espèces. Même si notre financement est à peu près à 70 % en provenance des permis des chasseurs, pêcheurs, trappeurs, on a quand même le mandat d'intervenir pour améliorer l'ensemble de la biodiversité. Et de la manière qu'on s'y prend, on a des programmes qui sont orientés vers des grands écosystèmes. On a un programme sur le milieu agricole, on a un programme sur la forêt publique, on a un programme sur la forêt privée, on a un programme sur la faune aquatique et aussi on a même un programme qui est spécifiquement destiné à améliorer les habitats de la faune menacée, qu'on appelle le programme Faune en danger. Et aussi, comme on est tributaire des utilisateurs, beaucoup de chasse et pêche. On a un beau programme destiné à initier les jeunes à la pêche, qu'on appelle le programme Pêche en herbe. Le programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune offre aux jeunes de 9 à 12 ans l'occasion de se familiariser avec la pêche. Une activité fascinante qui permet de connecter avec la nature. Avec Pêche en herbe, les jeunes apprennent des notions de biologie et d'écologie des poissons. Ils pratiquent à faire des nœuds, à lancer et à ferrer le poisson. Chaque participant reçoit un ensemble de pêche, un guide pratique et un permis Pêche en herbe valide jusqu'à 18 ans. Nos nouveaux pêcheurs sont maintenant prêts à retourner pêcher de façon autonome et sécuritaire dans le respect de l'environnement. Aussitôt que l'humain rentre dans un milieu naturel, veut pas, il y a certains impacts. On a parlé tantôt de forêt, exploitation forestière. C'est certain que quand on construit des routes, on va empiéter sur des milieux naturels. Même la population comme telle va faire en sorte qu'il y a des feux de forêt, des choses du genre. Mais nous, étant donné qu'on cible vraiment les habitats fauniques, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'en collaboration avec les promoteurs, parce que la Fondation, on ne réalise pas vraiment de projet, on est vraiment comme une espèce de banque qui finance des gens qui interviennent. Donc, on va aider les gens à poser des diagnostics. Qu'est-ce qui est problématique sur un territoire? Est-ce que le fait qu'il y a moins de poissons dans un lac, c'est dû à la pollution, c'est dû à la surpêche, c'est dû aussi à un manque de milieu naturel, d'habitat? Bien, si c'est l'habitat qui ressort, bien là, nous, on a les outils financiers pour aider. Donc, on participe au diagnostic. On participe aussi à l'intervention comme telle sur le terrain et de plus en plus aussi, on va participer au suivi. Est-ce que ça donne vraiment quelque chose de faire des frayères ou faire des aménagements forestiers pour la gélinote? Parce que, en quelque part, on se doit de rendre des comptes aux utilisateurs de la nature. Si on fait des choses qui, en bout de ligne, ne donnent pas plus de bébites, on n'atteint pas vraiment 100% de notre mission. La première des choses qu'on va faire, nous, on n'a pas d'équipe qui va sur le terrain. On se fie vraiment à l'expertise des gens qui vont nous déposer des projets et aussi, on va se faire, je dirais aussi, valider par nos partenaires, nos collègues du ministère de Forêt-Faune. Donc, ce sont eux nos yeux sur le terrain.
Donc, concrètement, prenons l'équipe ici, ils ont identifié un lac où la pêche est moins bonne. La problématique, c'est vraiment qu'il manque d'endroits pour que la truite aille se reproduire. Maintenant, est-ce que c'est le lit de reproduction qui est déficient, ou bien il y a des barrages de castors, ou bien il y a des obstacles à la montaison, tout cela. Mais ça, c'est la partie du diagnostic que l'équipe de la réserve vont réaliser, soit par eux-mêmes, soit avec notre aide, ou soit aussi en collaboration avec le ministère, ou même il y a des experts, des fois externes, qui vont venir les aider à compléter le diagnostic. Une fois que le diagnostic est complété, à ce moment-là, ils déposent chez nous une autre demande pour vraiment l'intervention comme telle. Le nettoyage du cours d'eau, l'installation de petits seuils pour dynamiser le courant, pour donner de l'oxygène aux frayères, installer des lits de gravier qui sont vraiment les endroits où la truite va venir déposer leurs œufs. Fait que tous ces ouvrages-là, c'est fait encore par les gens de la réserve, avec souvent la contribution de contracteurs, parce que des fois, c'est des travaux majeurs. Ça va prendre des pelles mécaniques, ça va prendre même des fois des constructions, si c'est de refaire des passes migratoires. Donc, c'est l'équipe du promoteur et, appelons ça, ses fournisseurs et sous-traitants qui vont faire le travail. Par la suite, nous, on demande à nos promoteurs de faire un suivi. Est-ce que ça a été bon? Est-ce que les structures sont encore en place? Est-ce que les géniteurs, les poissons adultes, vont sur les lits de gravier? Est-ce qu'au printemps, on trouve vraiment des petits poissons qui vont sortir à travers les lits de gravier? Puis ça, je pense que Louis-Philippe aura certainement des bons résultats à donner de certains aménagements qui ont été faits sur le territoire. C'est un petit peu ça la séquence. Justement, allons-y avec les résultats, Louis-Philippe. Qu'est-ce que ça peut donner à l'autre bout? Ce qui est intéressant avec les aménagements de la Fondation de la Faune, c'est qu'on voit déjà les résultats. Donc, sur plusieurs plans d'eau qui ont été aménagés, bien, on peut voir les taux de succès augmenter. Puis, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on peut fournir à notre clientèle de l'ombre de fontaine indigène. Puis, en respectant les quotas puis en respectant la productivité du lac, bien, à ce moment-là, pendant toute la saison, on est capable d'ouvrir certains plans d'eau qui ont été aménagés pour offrir des nouveaux lacs aux clients. Puis c'est ça qui est intéressant aussi avec ces projets-là. On parle exclusivement de l'ombre de fontaine ou on travaille sur les 5 poissons importants qu'on parlait tantôt? Les aménagements qui sont faits sur la réserve, c'est uniquement pour l'ombre de fontaine, oui. Les frayères aménagées pour l'ombre de fontaine. Puis l'augmentation, l'amélioration, c'est quoi? On va essayer de doubler? Comment ça fonctionne? Pour ce qui est des objectifs fixés, moi, je ne peux pas vous répondre à ça. Par contre, moi, je le vois dans le sourire de la clientèle. Je vois que les clients qui viennent ici sont bien contents de pêcher sur des lacs qui ont été aménagés. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, quand ça mord, c'est toujours le fun. Puis les clients reviennent et sont contents de pêcher sur ces lacs-là. Là. Oui, Claude. Et puis aussi, ce qui vient donner un côté un petit peu plus quantifiable des aménagements, bien, de plus en plus aussi, les connaissances font en sorte qu'on est capable d'estimer à partir des caractéristiques du lac, sa profondeur, sa superficie, le nombre de plans d'eau, quelle quantité de poissons que c'est supposé de donner. Okay. On parle souvent de kilos à l'hectare, combien de poids de poissons on peut obtenir à partir d'une superficie de poissons. Donc, en plus du sourire des pêcheurs, on est capable aussi de se dire, théoriquement, si on fait telle intervention, on part de tel niveau de densité de poissons et on peut l'amener à telle autre densité. Mais encore là, ça, c'est du théorique. Il n'y a rien de mieux là, que la satisfaction des pêcheurs. Puis souvent aussi, on va penser que le lac va nous donner, je ne sais pas, une quantité de plus petits poissons parce qu'on a mis plus de lits de reproduction. Mais dans certains cas, la quantité, elle est là, mais aussi la qualité va être là aussi. Ça fait que c'est là que c'est heureux aussi qu'on ne contrôle pas complètement la nature. Là. Donc ça va très bien pour ça. Avec la collaboration des chasseurs, pêcheurs et trappeurs, la Fondation de la Faune du Québec soutient financièrement à chaque année des centaines de projets de conservation et de mise en valeur d'habitats fauniques et autant de projets favorisant la relève. Aidez-nous à continuer notre action. La Faune du Québec a plus que jamais besoin de vous.
Mais j'aimerais savoir, quand on prend un projet comme ça, on fait une frayère, puis on la suit, c'est sûr qu'il y a l'aménagement forestier ici de la réserve qui va vous aider à vous donner des données, mais est-ce que vous venez sur le terrain quelquefois ou si vous faites tout ça à distance? Comment ça fonctionne? Malheureusement, on ne sort pas beaucoup de nos bureaux parce que on est une petite équipe de 6 puis on gère à peu près 400 projets par année. Pour tout le Québec? Pour tout le Québec. Okay. Ça fait qu'on se fie beaucoup et très beaucoup à nos partenaires, à nos promoteurs, parce qu'en plus, eux ont l'expertise terrain. Puis comme je vous disais aussi, quand on a une chance, on va aller chercher l'expertise des biologistes et techniciens du ministère. Donc, c'est vraiment pas nous qui faisons le suivi de nos opérations. Okay. On fait plus un suivi, je dirais, technique administrative basé beaucoup sur les rapports qu'on reçoit, les bilans financiers, puis les statistiques qu'on va voir aussi de pêche. Mais c'est certain que quand on a la chance de croiser ces gens-là, comme avec les gens de la CEPAC, on les croise sur un paquet de comités, bien là, on lui dit « Ah, tel aménagement, tel lac, c'est-tu bon? Ton monde, es-tu content? » Ça fait que ça aussi, pour nous autres, c'est une tape dans le dos là, quand on a la chance de parler aux gens de terrain, comme on dit, puis qu'ils nous disent tel type de technique, ça va très bien, tel autre type, c'est plus difficile, c'est moins approprié, parce que l'outil, le coffre d'outils d'aménagement, il est vaste, mais il faut vraiment l'adapter en fonction des conditions environnementales qu'on rencontre. Puis ça va en faune aquatique, mais aussi dans les autres branches, en faune terrestre, comme ici avec la réserve, on a travaillé pendant quelques années pour développer une façon d'aménager pour la gélinotupée, notre perdrix. Parce que la perdrix, c'est un animal qui a besoin de différents types de milieux au cours de sa vie. Même, il y a une différence entre les femelles et les petits, puis les mâles. Donc, on parle souvent d'une mosaïque forestière, donc des endroits où les plantes vont être plus basses, plus hautes. Il va y avoir différents types d'arbres, différents autres types d'arbres. Et puis, l'aménagement forestier permet, en travaillant de près avec les gens de la foresterie, de diversifier un peu l'habitat. Ça, c'est la même affaire. Une fois aussi qu'on développe des techniques, bien, on va, parce qu'on a un mandat aussi de transfert de connaissances, on va le publier. Dans le cas ici, là, on a un document qui a été fait à partir des expériences faites dans la réserve Port-Neuf, puis aussi le coup de pouce qu'on a eu des biologistes du ministère. Un guide. On a produit plusieurs guides pour que les gens ailleurs de l'endroit où ont été expérimentés des choses puissent s'en servir puis exporter ça partout au Québec. Vous avez comme devancé ma prochaine question, c'est que toutes ces études-là, ben, vous êtes un petit peu comme l'organisme qui ramasse toute l'information pour faire le partage par la suite aux autres zones, ZEC ou réserves. Je vous dirais qu'on n'est pas le seul organisme, mais quand on a la chance, avec des bons partenaires, de développer quelque chose de nouveau, ça nous fait toujours plaisir là, de le distribuer aux autres, parce qu'on n'est pas territorial, nous autres. On est là vraiment pour travailler à l'ensemble du territoire. Donc, ce qui se fait, les bons coups d'un endroit, on les transmet souvent aux autres. Et à l'inverse, les mauvais coups, ben, on lui dit « Faites pas tout à fait ça de même » parce que les gens de terrain ont vécu des choses. Là. Et puis, le fait aussi qu'on travaille avec l'ensemble des intervenants du Québec, que ce soit des groupes de conservation, des municipalités, des organismes de bassin versant, la CEPAC, les ZEC, les pourvoiries, ben, on a le nez fourré un petit peu partout. Donc, ce qui fait que le réseau est plus facile comme ça pour transmettre des connaissances. J'imagine qu'exemple, si vous faites une étude ici sur un certain type d'animal, ben, vous allez le faire dans une autre réserve ailleurs parce qu'il ne peut pas avoir 12 études ici, là, dans le fond. Bien, je reviens encore à la nuance qu'on n'est pas vraiment les instigateurs de projets. S'il se fait un projet ici, qui nous est proposé par les gens de la réserve ici, bien, on va être un petit peu en attente de ce que d'autres, sur d'autres territoires, nous le demandent. C'est sûr que quand on voit qu'il y a une expertise qui est en train de se développer, puis qu'on a besoin de plusieurs réplicas, plusieurs endroits pour être capable de consolider vraiment l'aménagement, là, bien là, on peut inciter d'autres à en faire. Okay. Mais on n'a vraiment pas le mandat de recherche comme peut avoir... c'est ça, on est vraiment en attente des propositions, mais on peut un peu susciter des propositions pour être capable d'attacher les fils le mieux qu'on peut.
Alors, on a fait une petite pause, on a changé pour Jean-François parce que là, on veut savoir vraiment les aménagements que vous avez faits, les projets que vous avez faits avec la Fondation de la Faune depuis quelques années. Tu en as une petite liste. Oui, j'ai une petite liste. Il y a 2 niveaux. Tu as des projets de planification, puis tu as des projets terrain. Fait que au niveau de la planification, depuis les dernières années, écoute, je parlais d'outils géomatiques tantôt. Avec l'aide de la Fondation, on a fait ce qu'on appelle la bonification de la gestion intégrée des ressources. Ça veut dire qu'on a ciblé tous nos paysages, on a ciblé tous nos lacs stratégiques, puis à propos de ça, on a fait une revue de la littérature avec les scientifiques, les experts, à savoir quel genre de modalité d'intervention forestière pour être compatible avec les intérêts pour le paysage ou ben non pour la faune. Ça, c'est des projets. On peut savoir où couper par rapport à votre volet touristique, là, c'est ça? Savoir où couper et surtout comment couper. Parce qu'en foresterie, je pourrais te donner une liste de longue de types de traitements. Fait que là, chacun des traitements a des avantages, des inconvénients. Fait que par rapport aux enjeux pour les lacs, pour conserver la productivité des écosystèmes ou protéger les investissements, comme exemple, si on vient de mettre des sous sur une frayère aménagée, ben là, on va s'arranger pour que le chemin passe ailleurs ou ben non, que la coupe forestière puisse protéger ça pour pas justement scraper en bon québécois l'aménagement qu'on vient de faire. Il y a d'autres éléments aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le portrait de l'habitat de l'orignal, de la génina tupée, puis du cerf de Virginie. Fait en faisant rouler des outils géomatiques avec les bases d'inventaire, des données d'inventaire, écoforestières du ministère Forêt-Fonds-de-Parc, là, on est en mesure de savoir où sont nos bons habitats, puis où sont nos secteurs où est-ce qu'il y en a moins bons habitats. Fait qu'en fonction de ça, on discute avec le ministère et les forestiers pour dire, écoutez, il y a peut-être une manière différente d'intervenir sur le territoire pour maintenir les habitats tant pour la génina tupée que pour l'orignal ou pour le cerf de Virginie. Ça peut être inquiétant des fois s'il y a une baisse d'animaux, justement, qu'on perd les espèces. Exactement. Comme j'en ai parlé un peu tantôt, au niveau, tu as des espèces qui sont associées aux jeunes forêts et des espèces aux vieilles forêts. Puis tu as des espèces avec des besoins différents. Fait qu'encore, nous autres, notre rôle, c'est de s'assurer que les espèces, autant les espèces qui sont mises en valeur par la chasse, la pêche, mais que la biodiversité aussi, tout ça soit maintenu. Fait qu'on est capable d'avoir un portrait sur le 775 km² de Port-Neuf pour dire, OK, à la grandeur du territoire, voici à quoi ça ressemble, puis voici où est-ce qu'il y a des lacunes en termes d'habitat. Là, on va être capable d'intervenir. OK. On poursuit? Oui, il y a d'autres. Un autre portrait qu'on a fait aussi, c'est le portrait des enjeux dits écologiques au niveau de la structure d'âge, la composition forestière, la structure des peuplements, versus nos enjeux, nous, de mise en valeur. Fait qu'on s'était dit, nous autres, le ministère veut être plus écologique, écosystémique au niveau de sa planification. On s'est dit, nous autres, on a des enjeux de gestion intégrée. Peut-être qu'il y a des secteurs qu'on est capable de faire d'une pierre deux coups. Fait qu'on a fait un projet qu'on a soumis à la Fondation de la Faune puis qui a eu une réponse positive. Quand on parle d'écosystémique, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est très... ça nous dit pas grand-chose. C'est quoi, juste? Oui, l'écosystémique, là, c'est se rapprocher le plus possible du portrait de la forêt naturelle. Quand je parle de forêt naturelle, là, c'est genre la forêt au début du 19e siècle, avant que la récolte mécanisée rentre dans le bois. Fait qu'un des switches majeurs qu'on a remarqué, c'est qu'avant, la forêt était composée de vieux peuplements avec des structures régulières, fait que des petits, des moyens, des gros, tandis que là, on se ramasse avec une matrice qui est plus rajeunie puis plus régulière. Mais là, on se rend compte que ça a un impact sur la faune. Là, le gouvernement s'en est rendu compte, fait qu'ils ont décidé de faire de l'écosystémique. Fait que se rapprocher tranquillement pas vite de la forêt naturelle qui était là avant. OK, parfait. Poursuit. On poursuit, après ça, on tombe dans des aménagements qui sont plus concrets. Des projets, là, on a 3 secteurs d'aménagement pour la génina tubée ici dans la réserve faunique. Puis, nombreux lacs, là, je dirais, c'est peut-être une dizaine et plus de lacs où est-ce qu'on fait des aménagements de frayères ou du nettoiement ou de démantèlement de barrages de castors. Ou, on peut même faire des seuils, comme parlait Claude tantôt, ou des aménagements. Des fois, c'est changer un ponceau aussi qui est désuet, puis que là, le poisson, il est plus capable de passer à travers le tuyau pour se rendre plus loin à son site de reproduction. Justement, on dit souvent le mot frayère. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi une frayère. Oui, une frayère, en fait, c'est l'endroit où est-ce que le poisson va remonter. Un peu, on peut penser au saumon qui remonte les rivières. Il ne faut pas oublier que l'ombre de fontaine, la truite, c'est un salmonidé. C'est un genre de mini-saumon d'eau douce. Fait que lui, il veut remonter la rivière. Puis quand il trouve un substrat, donc, dans le fond de la rivière, souvent, c'est des petites granules, une petite pierrosité spéciale. Là, la femelle va aller faire son nid, va pondre ses œufs, puis le mâle va venir féconder les œufs. Fait que quand on parle d'une frayère, c'est vraiment ça. Où est-ce que la femelle pond les œufs, puis où est-ce que le mâle va les féconder. Passer à Claude, justement, est-ce que c'est une réserve occupée? Oui, parce que c'est une réserve aussi où il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, ils ont des besoins de maintenir une faune en santé. Et puis, pour, je dirais aussi, être capable de supporter une pêche
peut-être pas intensive, mais une pêche importante, bien, ils ont eu à travailler sur les habitats. Et c'est certain aussi le fait qu'ils soient près de chez nous, parce que nos bureaux sont à Québec, eux sont autour de Québec. Je vous dirais que le message passe peut-être plus facilement. On a la chance de les croiser un peu plus souvent que, je ne sais pas, les gens qui travaillent à la réserve Sept-Îles à Port-Cartier. Donc, quand tu rencontres quelqu'un plus souvent, tu as plus tendance à faire de la business ensemble, si on peut dire. Donc, je vous dirais que c'est peut-être ces raisons-là qui font que, oui, et puis il y a aussi, il y a toujours le dynamisme des gens ici. Les gens de la réserve de Port-Neuf ont toujours été très proactifs pour offrir un bon service, donc une faune de qualité. Et puis, ils travaillaient sur les outils qu'ils avaient, donc une bonne gestion des populations et aussi une bonne gestion des habitats, soit par les pratiques forestières, mais aussi par des gestes concrets là, sur le milieu naturel pour que les bestioles aussi puissent croître en meilleure santé. On parlait un petit peu hors d'onde aussi du fait qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent venir de la réserve, puis vous avez aussi des projets qui sont plus nationaux. Oui, on travaille, je te dirais, à 3 niveaux. On travaille sur des projets vraiment nationaux qui vont servir à développer des choses pour l'ensemble du Québec. Tantôt, on parlait de guides. On parlait aussi de supporter des grands promoteurs qui vont travailler sur de la représentation auprès comme les tables de gestion intégrée. Ça aussi, on peut donner un coup de pouce. On travaille aussi à l'échelle régionale, à l'échelle aussi de milieux, d'écosystèmes, soit avec des groupes de bassins versants. Comme ici dans Port-Neuf, vous avez la CAPSA. On a travaillé beaucoup avec ces gens-là pour voir à améliorer sur de grands territoires des habitats. Et on travaille aussi au niveau local, c'est-à-dire sur des projets très ponctuels. À ce moment-là, ben, c'est des promoteurs comme la réserve, des municipalités, des petits organismes avec qui ils ont vraiment identifié un projet pointu dans lequel ils ont besoin d'un coup de pouce pour soit cibler précisément la problématique et surtout, être capable de protéger et intervenir. Parce que dans les réserves ici, on a la chance que le territoire, globalement, est protégé. Mais on peut aussi travailler sur des territoires privés où c'est d'aller rencontrer des propriétaires de terrain puis négocier avec eux. Ça va même jusqu'à acheter des propriétés pour être capable de les mettre un peu sous protection et par la suite, au besoin, les améliorer par l'intervention avec d'autres programmes de la Fondation. Comme dernière question, que tu nous parles justement de l'importance de la Fondation de la Faune dans la structure puis dans le développement de la réserve. Ouais, écoutez, pour la réserve, là, c'est on ne pourrait pas se passer du partenariat de la Fondation de la Faune. Nous, en fait, on est comme 2 petites équipes. Par exemple, on est 2 ingénieurs forestiers qui font le travail que j'ai expliqué tantôt pour couvrir 67 000 km², puis représenter, nous autres, nos enjeux aux tables GIR, les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Fait avec le soutien puis le partenariat avec la Fondation de la Faune, ça nous permet d'avoir des ressources pour engager d'autres personnes, pour nous développer des outils, puis intervenir sur le territoire, chose qu'on ne pourrait pas faire sans le soutien de la Fondation de la Faune. Fait que, oui, on est vraiment content de les avoir comme partenaires. Ouais. J'imagine, Claude, que si les gens veulent plus d'informations sur la Fondation de la Faune, parce que c'est une fondation, j'imagine qu'on peut aider financièrement. Comment ça fonctionne? Très bon point, très bon point. J'allais l'aborder. C'est certain qu'on a la chance d'avoir un financement de base qui nous vient des permis, mais la demande est de plus en plus grande. Et puis, on a besoin de l'aide des corporations privées, on a besoin de l'aide des donateurs privés aussi. On a des campagnes qui s'adressent à des donateurs privés. On essaie de créer des partenariats avec des entreprises. On a longtemps eu des ententes avec Hydro-Québec, avec Alcan à l'époque, avec toutes sortes de compagnies. Et puis, évidemment, pour nous connaître davantage, on a notre site Internet. On a, nous aussi, une infolette qui est envoyée à nos membres. On est sur Facebook. On essaie d'être un petit peu partout. On communique aussi beaucoup quand on fait des projets à l'échelle locale. Il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. Donc, ça fait que les citoyens autour ont la chance d'entendre parler de nous. On est souvent invités à participer à des émissions comme la vôtre, et ça nous fait un grand plaisir. Donc, oui, la Fondation de la Faune, avec les demandes sans cesse grandissantes, si on avait beaucoup plus de sous, on ferait encore beaucoup plus de projets. Et c'est pas juste le gouvernement, c'est vraiment le mariage. Là, on parle vraiment d'un beau mariage
public-privé qui ferait en sorte qu'on serait outillé pour répondre à la demande qui cesse de croître parce que les habitats fauniques sont, je vous dirais, souvent un peu ébranlés par l'activité humaine. On se doit de retourner à nos habitats fauniques par soit l'organisation de projets, mais aussi par la générosité. On est la centraide de la faune, donc ça vaut la peine d'investir chez nous.